va rentrer vraiment dans le sujet aussi. Tu perds de l'argent sur la revente. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Là, il y a le côté un peu triste de se dire la voiture va partir. Ouais. Mais par contre, toutes les rencontres et les amis que tu t'es fait au fil de ces 7 années, eux, ils restent. Eux, ils restent. Voilà, eux seront toujours là. Voilà. Hein, on sera toujours, je pense, à partager des cafés ensemble, à se retrouver pour des événements ou autres. Donc, d'un point de vue global, est-ce qu'aujourd'hui, tu recommanderais à quelqu'un de se lancer dans un backdating? Ah, je pense que c'est très personnel. Et Julien. Ouais, Sébastien. Eh ben, bienvenue dans mon garage après cette interview épicurienne qu'on avait faite toi à la distillerie du Saint-Esprit chez notre ami Ludo. Tout à fait. C'est un peu la suite logique de se retrouver et de parler maintenant de ta 900 dans les moindres détails. Ouais, tout à fait. Et de l'évolution. Ouais, c'est ça. Elle est vendue. Voilà, j'ai eu un acheteur lillois qui vient, qui a craqué dessus et qui a craqué parce que tu l'as mis en annonce surtout. Que j'ai mis en annonce. Voilà, ça fait c'est en 15 jours. Ça a été assez vite, mais un passionné vraiment, un passionné de Porsche. Elle part entre de bonnes mains. Elle part entre de bonnes mains. C'était un peu l'idée aussi. Et puis c'est vrai que la situation actuellement, moi j'avais envie m'investir dans d'autres projets. Voilà, donc c'était l'opportunité en tout cas qui s'est présentée. Voilà, donc tu as d'autres projets. Ouais. Celui-ci a été déjà un projet principal parce que c'est un projet qui a été sur du long terme. Ça t'a pris combien de temps du début de l'idée à la finalisation? Parce que je le rappelle, là tu viens juste de récupérer les assises arrière chez le sellier, chez Jean-Marie, qui t'a fait les assises arrière. C'était hier, je les ai récupérées. Donc ça se termine vraiment au bout du bout, juste avant qu'elle parte. C'était un projet que j'avais commencé en 2018. J'ai acheté la voiture en 2018 sur une bonne base saine. Et puis de fil en aiguille, sur ces 7 longues années, j'ai évolué dans mes envies, dans le projet. J'avais commencé par refaire le moteur, la boîte, etc. Et puis je sais pas si je t'avais dit la dernière fois quand on a fait l'interview, ma femme quand elle était montée dedans, elle m'a dit mais une fois que le moteur qu'elle roulait, elle me dit écoute ta voiture elles sont pas bons, je monterai plus dedans. Et je crois que ça m'a marqué et depuis ce temps-là, j'ai évolué vers le fait de la refaire complètement. Mais dans un idée backdating parce que c'était l'occasion justement, si je devais refaire quelque chose de propre, une sellerie propre, etc., c'était de repartir sur quelque chose qui me correspondait au niveau de la voiture. Voilà, donc tu as eu la voiture d'origine. C'est ça. Que tu as roulé quand même quelques temps. Ouais, disons que je me suis très vite mis dans la rénovation. Pour le moteur, la boîte, c'était vraiment l'idée qu'elle soit saine, qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui s'est fait en bout d'une année, qui a pu se concrétiser au bout d'une année. Et c'est, on va dire, je pense, en 2018. Après que j'ai eu une année, en fait, pour réfléchir un peu aussi au projet. J'étais fan des Singer, j'étais fan de tous ces constructeurs qui faisaient des machines, des 900 un peu modifiées, un peu améliorées, joli son, avec un joli moteur. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien ce que faisait Machine Revival. C'est eux qui m'ont aussi donné l'idée, en tout cas, du backdating, je pense. C'est en voyant un petit peu les projets qu'ils avaient fait, c'est vrai que ça m'a donné l'envie, moi aussi, de me lancer dans l'aventure. Alors, c'est vrai que l'idée même de faire un backdating, c'est pas la même démarche que de faire une restauration. Quand tu fais une restauration, c'est simple. Tu conserves les éléments, tu conserves la couleur, tu conserves. Donc, il n'y a pas la même réflexion, il n'y a pas la même approche. C'est une dynamique complètement différente. Le fait de faire un backdating, c'est vrai que là, tout de suite, en fait, les possibilités sont tellement larges, presque pour ne pas dire illimitées, que réussir à se décider sur quoi, comment, puis aussi combien, parce qu'il y a aussi une question de budget à un moment donné, quand tu te lances. Je veux dire, si tu es nos limites, la question ne se pose pas trop, tu peux aller très 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 loin, mais quand il faut après avoir quelque chose de cohérent au niveau de tes goûts et de ton budget, là ça peut prendre tout de suite beaucoup plus de temps. Ce qui t'a amené notamment à faire un peu de la Chine,
pour trouver de la pièce aussi d'occasion, des pièces qui se fabriquaient plus. Oui, pour certaines. Donc je sais que ça t'a pris aussi beaucoup de temps. Ouais, c'était un plaisir aussi de chiner un peu 2-3 petites pièces, etc. Après, on se rend compte qu'au bout d'un moment, on aime bien quand même ce qui s'approche du neuf. Donc il y a beaucoup d'éléments neufs quand même, mine de rien. Mais il y a des pièces effectivement qui ne sont pas reproduites ou qui sont de moins bonne qualité aujourd'hui en refabrication qu'à l'époque. Donc il y a certaines pièces, il vaut mieux récupérer des pièces d'occasion et les refaire comme à l'époque. Elles sont beaucoup plus fonctionnelles, je dirais. Alors ça, je sais que pour toi, ça a été une véritable satisfaction aussi. Ça a été de trouver les bons artisans. Ouais. Quand les pièces n'existaient pas, pour faire refabriquer, pour faire refaire en fait. Là, tu me montrais tout à l'heure tes seuils de porte qui ont été faits sur mesure, découpés, des coupes laser. Oui, il me semble, c'est ça, ouais, effectivement. T'as laser, plasma, des découpages à l'eau. Après, je sais pas s'il y a d'autres techniques. Mais c'est vrai que ça te permet en fait de faire des choses assez pointues. Et quand tu travailles avec les bons artisans, les bonnes sociétés, du coup ça te permet aussi d'avoir, comme tu disais, des pièces parfois plus qualitatives que ce que tu pouvais avoir aussi à l'origine. Des fois c'est un peu l'inverse aussi, parce que parfois tu n'as pas le choix non plus. Il y a des pièces, notamment tout ce qui est plastique ou autre, à faire refabriquer, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Je repense à ton tableau de bord qu'on a refait. En l'occurrence, les planches de bord 911 vieillissent extrêmement mal. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de sociétés qui les refassent à neuf, qui ne reproduisent plus la pièce neuve telle qu'elle existait à l'époque. Porsche ne la fabrique plus. Je ne suis pas tout à fait sûr. Moi, il me semble que tu arrives à avoir des tableaux de bord Porsche refaits. Alors, actuellement, peut-être, ça doit être quelque chose de relativement récent, mais toi, quand tu as lancé ton projet, ça n'existait pas. C'était peut-être pas encore... en tout cas, j'avais peut-être pas les éléments, et il me semble que c'est quelque chose qui a dû peut-être se faire dans les années où j'ai mené mon projet. Puisqu'il me semble avoir vu après coup que Porsche faisait de la refabrication. Donc, c'est vrai que nous, sur la partie qui nous a concernés, c'est que moi, pour ceux qui regardent un peu cette interview, j'ai eu une société spécialisée dans tout ce qui était intérieur automobile, donc prototypage, tout ce qui était concept cars et notamment restauration de véhicules anciens, jusqu'à 2022. Donc c'est vrai que depuis 2022, j'ai un peu perdu le fil de ce qui se fait ou pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans le contexte dans lequel on était sur la restauration de ton véhicule, la planche de bord, il a fallu la refaire complète, il a fallu la reconsolider parce qu'elle était complètement fendue, fissurée, etc. Et il a fallu la réhabiller, donc avec un cuir neuf et autres, ce qui n'était pas le cas à l'origine puisqu'elle était en plastique. Voilà. Et donc ça fait partie de ces éléments en fait dans le cadre d'un backdating où tu peux te permettre d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir en fait l'embellir, aller un peu plus loin dans la partie qualitative parce que tu peux choisir des matériaux qui ne sont pas conformes à l'origine. Donc on passe du plastique au cuir, c'est plutôt cool. Tu peux jouer avec les finitions, avec les coloris. Donc là, cuir noir grainé avec surpiqûre orange, ce qui est très joli. Et toi, vraiment, donc on en revient à cette partie de satisfaction, de recherche en fait d'artisans autres. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je sais que pour toi, le projet, en fait, ça a été surtout une aventure humaine. Ça a été une aventure humaine, tout à fait, où j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artisans, de gens un peu spécialisés, passionnés de la voiture, qui sont devenus des amis après coup. On se rend compte que finalement, peut-être que la voiture va partir, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées, ce sont des amis qui vont rester dans mon entourage. Et puis, j'en reviens par rapport aux pièces. Ce qui est bien dans le backdating, c'est que tu peux vraiment... Moi, j'avais l'idée de choisir ce qui m'intéressait, ce que je trouvais le plus beau chez Porsche. Par exemple, le tableau de bord, c'est un tableau de bord de 3,2 litres. Je préférais par rapport au tableau de bord de 900 SC ou autre, parce que les anciens tableaux de bord, ils avaient des grilles en plastique, c'était moche, c'était positionné, c'était pas très joli. Alors que sur la 3,2 litres, on avait les aérations en métal, qui diffusaient beaucoup mieux l'air. D'ailleurs, je trouvais ça beaucoup plus esthétique. Alors ça, c'est vraiment, entre guillemets, de la subtilité de connaisseurs, de puristes, etc. Et je pense que la plus grosse modification à l'intérieur que tu as apportée, c'est les sièges. C'est les sièges, voilà. Et c'est vrai que là, j'ai eu un coup de cœur pour la société Deezer, société d'artisans italiens, qui fabrique exclusivement des sièges pour les Porsche, qui sont magnifiques, c'est tout fait main. Et du coup, on a personnalisé les sièges au point où on a peint les sièges, le dossier, la coque, dans la couleur de la voiture, dans une idée un peu racing. Et puis on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc l'idée, c'était d'être dans les coloris de cuir orange avec un tissu. Alors, je fais juste une parenthèse. Donc les sièges, on les a fait envoyer là-bas. Oui, c'est ça. Chargé de tout leur expédient. Alors, le tissu, le cuir. La bobine de fil, que j'avais fournie aussi pour que tout matche. C'est vrai. Et pour l'anecdote, parce que ça c'est une petite anecdote que j'aime bien, qui est plutôt marrante,
c'est que c'est un cuir Lambeau. Ouais, Ouais. ben oui, c'est vrai. Et on ça, avait choisi. je trouve que c'est quelque chose qui apporte un petit plus. Parce que dans les coloris qu'on avait regardés à l'époque, celui qui avait le plus de peps, qui avait vraiment un peu de présence, un peu de prestance, c'était ce orange de chez Lambeau. C'était ce orange, ouais, Voilà. exactement. Donc, j'avais flashé dessus. C'est vrai qu'on avait choisi ensemble et en fait, franchement, aucun regret parce que quand on voit le résultat aujourd'hui, ça rappelle la Californie, ça rappelle le soleil. C'est justement ce que je voulais évoquer avec cet assortiment de bleu et d'orange. On a vraiment un contraste très lumineux, très heureux, comme tu dis, très heureux. Miami. Écoute, d'ailleurs, samedi, tu sais, quand on est allé chez Porsche Annecy, j'ai une dame qui m'a dit, mais cette voiture, elle est heureuse. En tout cas, c'est marrant que tu dises ça. Et puis, je pense qu'elle donne la banane, elle donne le sourire, c'est quelque chose qui plaît, elle attire beaucoup. Elle est lumineuse, je crois, c'est ce qu'elle avait dit. Elle est lumineuse. Oui, clairement. Quelque chose qui elle a du peps. On voit qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font justement, alors de moins en moins, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que durant des décennies, on l'a vu, il y avait toujours ce côté un peu classique. Où les gens ont pensé à la revente. Alors pour la revente, il fallait du noir, intérieur noir, et on est sûr que éventuellement gris, blanc, mais dès qu'il fallait passer sur de la couleur, c'était un rouge timide, jaune éventuellement, et il y avait toujours cette crainte de se dire oui, mais le jour où je la vends, ça va être compliqué. Alors que maintenant, je trouve que les gens sont de plus en plus dans la démarche d'être créatifs, de se laisser aller, et on vit dans un monde qui, je le trouve, à mon sens, tu vois, quand on parle d'épicurisme, de bien vivre, de plaisir, etc., les gens se brident de plus en plus parce qu'ils ont peur du jugement et autres. Et tu as une autre partie de la population qui sont dans un état d'esprit un peu plus ouvert. C'est mon analyse personnelle, peut-être que les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais il y a un peu ce doigt d'honneur au reste du monde de dire, écoutez, si vous voulez rester frustré toute votre vie, et si vous voulez pas profiter, libre à vous, mais moi j'ai envie de me lâcher un peu. Et je trouve que cette démarche que tu as avec ta voiture, de te lâcher sur les coloris, c'est un peu ça aussi, c'est de dire, je fais ce qui me plaît sans me préoccuper de ce que les autres vont en penser. Au final, les retours sont très positifs et on voit, comme tu disais, tu peux en parler de l'exposition chez Porsche Annecy là, récemment, il y avait énormément de monde autour de ta voiture alors qu'il y avait de très très beaux modèles exposés. Bien sûr, mais la tienne attire parce que, comme tu dis, elle est lumineuse, elle est heureuse, elle attire les regards. On voit que c'est une auto où le propriétaire doit avoir un profil intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Singulier. Voilà. Oui, mais tu sens que celui qui a choisi ces coloris, ça doit être quelqu'un d'intéressant, ça doit être quelqu'un avec qui tu dois avoir forcément du plaisir à discuter. Moi j'ai bien pensé que ta voiture, quand tu l'as choisie, ce qui n'est pas mon cas, ma voiture est noire, intérieur noir, malgré moi, ta voiture te reflète. Tu vois, et quand tu peux te lâcher sur ta configuration, ça en dit beaucoup sur ta personnalité. C'est vrai que c'était important pour moi qu'elle soit vraiment... que je l'ai fait avec mon cœur, vraiment, cette voiture. Et puis tout a été choisi, discuté, réfléchi. J'en ai passé des nuits et des journées, des fois, à me poser, à essayer d'assembler les couleurs, etc., à faire des recherches. Pour arriver, à cette configuration, on peut dire unique. C'est vraiment quelque chose d'unique, en fait. C'est un projet qui ne ressemble pas à un autre. Voilà. Écoute, je suis plutôt content du résultat et des retours. Je me dis, ça me fait plaisir. Elle donne la banane. Je suis content, finalement, d'avoir osé. Je pense que c'est important d'oser aussi des fois. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est une chose très importante, c'est que là il y a le côté un peu triste de se dire la voiture va partir. Mais par contre, toutes les rencontres et les amis que tu t'es fait au fil de ces 7 années, eux ils restent. Eux seront toujours là. On sera toujours je pense, à partager des cafés ensemble, à se retrouver pour des événements ou autres. Mais la dynamique de recherche, de créativité t'a amené jusque là, ce moment qu'on partage là sur cette interview. Tu vas repartir après coup maintenant sur de nouveaux projets autres dans lesquels tu as besoin de liquidité. Mais est-ce que tu as en tête un après, tu vois, je veux dire, le plaisir que tu as eu de faire un backdating, est-ce que ça a été une expérience où tu t'es dit je me suis enrichi de ça et j'aimerais le réitérer plus tard, ou est-ce que, comme c'est mon cas, tu vois, un jour j'ai acheté une voiture préparée qui est dans un coin du garage en train de prendre la poussière et tu dis c'est une bêtise de jeunesse, tu vois, c'est le truc, je l'ai fait une fois, je le referai pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire plus tard ? Est-ce que tu as déjà des idées ou c'est quelque chose auquel tu n'as pas encore pensé ? Écoute, je n'y ai pas encore pensé. J'avoue que en fait, je vis beaucoup l'instant présent. Et là, mon envie, c'est de me projeter sur un projet plutôt dans immobilier.
Voilà, j'ai envie de m'investir là-dedans. Et puis tu sais, j'ai passé 45 ans maintenant. Je trouve que le plaisir automobile, c'est quelque chose peut-être qui a été un peu trop individuel, j'allais dire, en tout cas, qui n'était pas forcément partagé par madame. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir partager avec elle et aussi pour mes enfants, quelque chose autour d'arranger, de faire quelque chose de chouette au niveau de la maison, de là où on habite, et tu vois, d'aménager le terrain, etc., faire une belle maison. C'est un peu mon envie du moment. Du coup, là, les voitures, et je pense que j'ai besoin de faire une coupure un petit peu. J'ai besoin parce que c'est aussi un peu difficile de s'en séparer, c'est faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une passion. Alors, j'ai envie de dire, bon, quand on a dans le cœur, ça restera toujours, mais peut-être que, voilà, pour l'instant, j'ai besoin de faire une petite coupure. Voilà. D'accord, donc pas de projet particulier en tête pour le futur, du moins automobile. Eh bien, pour l'instant, automobile, non, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, non. Parce que quand on a commencé à parler de la vente de celle-ci, l'idée, c'était potentiellement de partir sur un Cayman GT4. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à la base, j'aurais pas eu besoin de la vendre pour le projet immobilier. J'aurais voulu avoir la chance d'avoir un GT4. Bon, peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Oui, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. Parce que moi, je me connais, je change souvent d'avis. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Je peux, dans 6 mois, me dire, finalement, marre de poser du carrelage, marre de faire des placos et de la peinture. Pourquoi pas prendre une petite auto, je sais pas, peut-être un petit Boxster. Voilà, quelque chose peut-être plus raisonnable, je dirais, dans les prix. C'est vrai que c'est un projet qui m'a relativement coûté cher. Alors, voilà, ça c'est un truc, voilà, je te coupe. Oui. Parce qu'on va rentrer vraiment dans le sujet aussi. Tu perds de l'argent sur la revente. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, donc, il y a deux côtés dans les backdating. Il y a les backdating, entre guillemets, reconnus de marques qui font de la com, qui sont présentes sur les réseaux, qui se montrent, etc. Et il y a les projets perso individuels, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler de fonds de garage, de passionnés, qui sont dans l'ombre, qui ne jouissent pas d'une visibilité, donc d'une image qui permettent de les valoriser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu dommage. On donne beaucoup de visibilité à des préparateurs, des sociétés qui font des backdating, certes de très très bonne qualité, mais qui parfois, je trouve, sont très largement surestimés. Surcotés un peu. Hein. Alors que là, à côté de nous, on a un projet qui n'est pas moins qualitatif, bien au contraire. Je ne vais pas donner de nom, citer qui que ce soit ou autre, mais j'ai vu des backdating de grandes marques qui sont moins bien finis, moins bien poussés que ce que tu as fait toi de ton côté. Et ça, c'est quelque chose où je me dis, il y a peut-être une certaine frustration d'avoir mis autant de temps, d'énergie, d'argent, et au final de perdre un peu sur la transaction au final, parce que tu as eu une belle aventure, tu as gagné des amis, tu as passé du temps, ça a été un hobby. Tout à fait. Et au final, tu perds un peu d'argent, alors tu rebondis sur un projet qui, je pense, va permettre de compenser la perte, etc. C'est ça, qui va me motiver. Voilà, donc dans un certain sens, c'est pas très grave, et c'est pas vraiment le sujet de gagner ou perdre, c'est plus pour la question qui revient assez régulièrement quand on parle justement de tout ce qui est restauration automobile, de backdating et autres, où au sein de notre club des Epicurian Days, on a beaucoup de membres qui sont souvent intéressés par cet aspect de l'automobile et qui se posent parfois la question de dire tiens, j'aimerais bien me faire un petit projet, soit de restauration, soit de backdating sur des modèles divers, mais il y a toujours cette question de se dire est-ce que j'arrive à le valoriser à la fin? Et la question c'est souvent, et là clairement la réponse est souvent non, malheureusement. Tout dépend si tu pousses très loin la modification, enfin très loin. C'est-à-dire que tu peux faire des backdating pour peut-être pas trop cher, il suffit que tu mettes un kit un peu, alors je sais pas comment on dit, en poly, tu sais, un peu plastique. Alors les trucs genre RWB ou alors des kits de Maurice, etc. Alors oui, on met en avant le côté léger, etc. Mais ça n'a pas du tout la même gueule que par exemple si tu refais un véhicule comme une classique avec les éléments en métal, etc. C'est vrai que pour un pro, lui, il va optimiser ses coûts. Pour un particulier, ça va être plus difficile. Il va falloir qu'en même temps, il arrive et ça va être plus difficile, plus long et plus coûteux. Quelqu'un qui serait un professionnel qui fait un projet, il peut facilement, rapidement faire son projet, mais il optimise à fond. Disons que voilà, moi j'ai passé le temps et j'ai pas lésiné sur le coût en fait, sur ce que ça a coûté. J'ai voulu vraiment mettre quelque chose de très qualitatif. Donc oui, après ça peut monter vite. Et puis encore une fois, la voiture elle était entièrement démontée, poncée, elle était mise sur tourne-broche, etc. C'est quelque chose qui a été
poussé loin. Oui. On voit des backdating, mais alors c'est ça, souvent les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière, sauf les connaisseurs ou les professionnels. Je vois, on a des backdating, autour des 70, 75 000, 80, puis il y en a, on voit des prix à 140, 120 000. Et les gens ne comprennent pas parce qu'en regardant comme ça, esthétiquement, on me dit ah ben ça ressemble, voilà. Mais en fait, c'est le travail en profondeur qui a été fait ou pas. Et c'est facile de faire un petit kit, modifier 2-3 choses, mais alors derrière, les éléments, la corrosion, tout ça, c'est toujours présent. Ça, c'est une voiture, si on veut faire un beau backdating dans les règles, il faut vraiment complètement la démonter, traiter tous les éléments contre la corrosion s'il y en a. Souvent au niveau des bas de caisse, c'est la maladie sur les 911, même après qu'elles aient été après les années 76, parce que tu sais, il y a eu la galvanisation qui a été introduite par Porsche, donc ça a déjà mieux protégé les véhicules. Mais quand même, une voiture qui vit, normale dehors, elle a toujours des éléments, des endroits où il y a de la corrosion qui s'installe. Donc si on veut bien faire les choses, déjà c'est un gros budget carrosserie, ça c'est clair. Après il y a la peinture, il y a tous les aspects mécaniques, etc. Moi j'ai pris le parti de respecter le cahier des charges Porsche de la voiture d'époque, c'est 900 SC. Le moteur fait ses chevaux, c'est le moteur d'origine, c'est la boîte d'origine, le système de freinage d'origine qui a été refait à neuf. Donc j'ai essayé de conserver vraiment les éléments de sécurité parce que je trouve que c'est important, avec des éléments esthétiques, on va dire, qui modifient, mais qui sont en même temps très qualitatifs. Avec des ailes arrière, enfin le pare-choc arrière pour les 2 litres CTRS en métal, ça c'est voilà, tout ça c'est des coûts. On aurait très bien pu mettre un kit en plastique entre guillemets, et ça revient beaucoup moins cher. Mais d'adapter les éléments de carrosserie, ça c'est du travail. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas compte des fois de tout le travail qu'il y a derrière. C'est ce que je disais, c'est que tu as vraiment pris le parti de la qualité. Voilà. Et puis tu regardes même des backdating très chers. Tu as le ciel de toit, mais il n'est jamais refait. Ou s'il est refait, c'est avec un espèce de tissu, tu sais, un peu d'origine plastique perforé. Là, c'est un ciel de toit en Alcantara, pur Alcantara, fait par un sellier pro. Tous les éléments ont été pensés pour que ça soit bien fait. Après, des fois, c'est toujours difficile de retrouver, par exemple, des éléments complètement neufs. Les montants de porte, par contre, tu vois, à l'époque, quand je les ai eus, j'en ai acheté d'occasion. Ils sont pas neufs, ils sont un peu légèrement micro-rayés. Mais maintenant, j'ai découvert qu'il y avait une société qui existait qui les refaisait à neuf, Technofinish, pour ne pas la citer, qui effectivement fait quelque chose de très qualitatif. C'est une anodisation sur des cadres en aluminium à partir des années, je crois, 69, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais après, tu vois, tu apprends aussi beaucoup de choses. Avant, ils étaient en laiton sur les premières 911, ils étaient chromés. Puis après, ils ont enlevé ça. Ils ont allégé les montants de fenêtres, ils ont en aluminium et traités anodisés. Voilà. Après, il y a eu en noir, etc. Il y a différentes personnes, par exemple, qui conservent les anciens hauts de porte et ils les poncent. Ils les polissent. C'est pas aussi qualitatif que si c'est une anodisation. Donc voilà, après on fait des choix ou pas pour essayer de s'approcher de quelque chose de plus ou moins qualitatif, mais tout ça faut en tenir compte. Et ce travail-là, les gens généralement ils le voyaient pas forcément. En tout cas sur photo c'est compliqué. Oui, et c'est pour ça que c'est difficile après de le valoriser à la revente. Ben oui, tout à fait. Ouais, voilà. Même si c'est sur facture. Et puis il y a aussi des choses du temps qu'on passe, des choses qu'on fait aussi soi, etc. Oui, voilà. Si on devait ramener aussi sur le budget global, le temps passé et le valoriser d'un point de vue numéraire, d'un point de vue financier, on exploserait aussi les scores et les coûts. Oui. Alors en tout cas, moi, tu sais, j'ai eu un grand plaisir. Je dirais ma patte à moi, c'est que la voiture, je l'ai démontée et je l'ai entièrement poncée, en tout cas à l'intérieur. Ça, c'est j'ai commencé. Après, bien sûr, ça a été terminé par le carrossier, parce qu'il a d'autres moyens. Mais j'ai eu ce plaisir d'apprendre, de comprendre les fixations, etc., de participer vraiment au projet. J'ai passé plus d'une 150 heures à travailler dessus, à démonter, à poncer, etc. C'est du boulot, parce que mine de rien, à l'époque, ils mettaient des espèces d'époxy rouge dessous la caisse qui n'était pas belle. On se rend pas compte, on prend une Porsche d'origine, une 900 SC, on enlève les moquettes, il y a une espèce de revêtement pour protéger de la corrosion qui est juste moche, c'est juste horrible. Là, on a une voiture qui a été peinte extérieure et intérieure, ce qui n'est pas du tout de certains backdating où on voit que le tableau de bord n'a jamais été changé, les compteurs sont strictement d'origine, rien n'a été retravaillé à l'intérieur. Ça aussi, souvent on voit des backdating faits extérieurs mais pas intérieurs. Oui. Et ça, je trouve ça dommage. Et moi, l'idée, c'est une voiture, ça se vit aussi de l'intérieur. C'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est voilà. Et ça, je pense que j'ai su bien le retranscrire. Ce qui fait qu'elle ne ressemble pas aussi à toutes les autres, comme tu dis. Vraiment quelque chose de très très complet. Ouais, on a essayé en tout cas. Donc d'un point de vue
global, est-ce qu'aujourd'hui tu recommanderais à quelqu'un de se lancer dans un backdating? Je pense que c'est très personnel. Alors je dirais, si vraiment la personne a envie d'un backdating, c'est bien qu'elle se lance elle. Je pense qu'aujourd'hui c'est hors de prix. Si on fait appel à des professionnels, c'est très compliqué. Ou alors, je réfléchirais, si on n'a pas peur de travailler avec le Portugal ou l'Espagne, destination européenne, mais un peu éloignée, je pense que ça vaut le coup de faire un projet de backdating, mais à l'étranger. Le problème de l'étranger, et ça je l'ai vu par le passé avec certains membres des Epicurean Days, c'est que tu n'as pas la main sur ce qui se passe. Oui. Tu as intérêt d'être en confiance totale et absolue avec les artisans, parce que tu peux pas te déplacer à ton bon vouloir à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que tu as un doute sur ce qui se passe, à chaque fois qu'il faut vérifier si les travaux avancent réellement, à chaque fois qu'il faut faire un versement pour payer l'avancement des travaux. Parce qu'on peut t'envoyer des photos et autres, mais ça reflète jamais réellement la réalité. Je sais que certains ont eu des surprises. Donc, Après, effectivement, alors peut-être sur des projets clés en main, sur des entreprises qui en ont déjà fait et où ça paraît assez clair et encadré. Je ne sais pas si ça te parle, je crois qu'il y avait la société Giulia ou quelque chose comme ça en Espagne peut-être, elle fait des projets, il y a des voitures qui ont tourné en France, qui avaient été faites par cet atelier. Peut-être que je me trompe, peut-être que nos amis porchistes sauront me dire quelle société à laquelle je pense. Il me semble que c'était le nom. Et puis j'ai d'autres gens qui m'ont conseillé, effectivement, au Portugal, ça coûtait quand même beaucoup moins cher. Mais effectivement, il faut être aussi derrière. Je pense que c'est... Moi, en tout cas, c'est vrai que si j'avais pas été investi et puis pouvoir être derrière pour appeler, pour organiser les rendez-vous, etc., entre le mécano, le carrossier, etc., les allers-retours, parce que c'est beaucoup d'allers-retours. Bon, c'est beaucoup de café et de croissant le matin aussi. C'est le côté un peu sympa. Mais c'est vrai que j'ai énormément fait d'allers de retour pour voir quand est-ce que les personnes étaient disponibles, etc. Mine de rien, voilà, il faut être très patient. Je pense que si quelqu'un veut se lancer dans un projet backdating, la première des qualités, c'est la patience. Et puis ne pas avoir peur de dépenser, parce qu'il y a toujours des surprises. En fait, au fur et à mesure, c'est comme si on cherche, on avance, on creuse, et il y a toujours des choses qui arrivent, des pépins ou des choses qui étaient imprévues. Donc, faut pas avoir peur, effectivement, de sortir de son budget. On peut se fixer une enveloppe, mais en tout cas, faut pas être surpris si ça déborde. Voilà. Alors, là, actuellement, nous, de notre côté, on a le projet Gumpert Apollo qui est en cours, donc qui est très beau projet, c'est plutôt pas mal. Incroyable. Qui se passe plutôt pas mal. On n'a encore pas eu trop de surprises, malgré tout. On fera un point quand le moment sera venu dans une vidéo dédiée. Mais surtout, on a Thomas derrière la caméra, qui est là en train de restaurer actuellement une Porsche 924. N'est-ce pas, Thomas? Super. Donc, Thomas, actuellement, je pense que lui va rentrer dans un espèce de contexte un peu similaire au tien, où il va essuyer un peu les plâtres. Ce que je disais, moi je parlais tout à l'heure de mes erreurs de jeunesse. Je sais qu'aujourd'hui, je ne me relancerai pas dans des projets comme ceux-là. Mais, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel. Je te le dirai après. Vas-y, je te laisse terminer. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très personnel. Je pense que surtout, il faut être entouré des bonnes personnes. Et à ce titre, je pense que si on a certains d'entre vous qui sont tentés par un backdating, alors principalement justement si c'est sur de la 911, je pense que Julien, tu resteras disponible en tout cas pour répondre aux questions. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, ou si vous avez des choses en cours, si vous avez des besoins particuliers, toi tu as limé quand même toutes les grandes adresses, et aujourd'hui tu es à même de pouvoir potentiellement conseiller ceux qui seraient vraiment tentés de se lancer dans l'aventure. Tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai vu entre 2018 et aujourd'hui en 2026, il y a des choses qui ont évolué. Déjà le prix des 911, par exemple une base d'un 3 litres SC, en fait la cote a monté. Donc en fait déjà on repart sur une base plus chère. Peut-être à l'époque on arrivait à en trouver autour des 30 000. Aujourd'hui une voiture saine c'est pas en dessous de 50. Et puis en dessous de ça, les pièces aussi Porsche ont augmenté. C'est vrai que ne serait-ce que, mais pour tout même les démarches, tu vois, à l'époque j'avais fait peut-être mon certificat Porsche parce que comme elle était matching number, j'avais fait la demande, ça m'avait à l'époque coûté 300 €. C'est 500 et maintenant c'est 500. Mais comme
toutes les pièces aussi, je les ai vues avec le temps augmenter. Et aussi les magasins spécialisés qui n'ont pas forcément de la pièce d'origine, pensez à Aérospation ou les magasins comme ça, j'ai pu voir l'évolution des prix aussi. Donc moi, écoute, cette voiture, si j'ai investi plus de 120 000 euros, et ça, je ne suis pas gêné de le dire, hein, je suis même à plus de 100, peut-être 123 ou quelque chose comme ça, et bien aujourd'hui, si je faisais le même projet avec les mêmes pièces, etc., je pense que on explose et qu'il y a au moins 30 000 de plus, ne serait-ce que, ouais. Donc c'est ça, c'est pas rien. Si on veut faire quelque chose de très qualitatif, ça peut aller vite chercher beaucoup de sous. Oui, des sommes peut-être un peu déraisonnables par rapport au modèle que c'est et la cote initiale. Et donc si j'ai un conseil, alors c'est vrai que le backdating, malheureusement, c'est un peu ingrat. C'est des voitures coup de cœur, etc. Mais il n'y a pas de réelle cote là-dessus. Donc c'est un peu au bon vouloir finalement de l'acheteur. Alors après il y a des maisons renommées un peu partout qui font du backdating. Là c'est un peu différent. Mais si on se lance en tant que particulier, je dirais si on veut rentrer et être rentable, il vaut mieux partir sur un modèle coté. Et parce que si tu veux, il y a des prix qui sont incompressibles. La carrosserie, la rénovation d'un moteur, que ça soit une petite voiture ou une voiture de collection à 1 million, entre guillemets, sauf si c'est des gens très spécialisés, mais en soi on aura le même coût. Refaire une carrosserie sur une 911S qui peut-être va coûter, je sais pas, je dis une bêtise, entre 150 180, 9 en état concours, peut-être que je me trompe, et puis refaire la même chose sur 911 SC, mais à la revente, c'est pas du tout la même chose. On potentialise pas son produit. Oui, Donc c'est pas un choix rationnel. Le backdating, il faut savoir, c'est une histoire de cœur. C'est pas un choix rationnel. Il y a autre chose. Toi, tu l'avais fait expertiser. Ouais. Elle avait été expertisée à combien? Il y a 2 ans, elle avait été expertisée à 92 000 avant de terminer. Elle était en cours. Pour moi, il y a une chose aussi qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que je pense que tu aurais pu la vendre plus cher, tu aurais pu la vendre mieux, mais il y a vraiment ce contexte de réinvestir dans un projet immobilier. Donc, tu as mis ton annonce et entre guillemets, tu as saisi l'opportunité de discussion avec la personne qui s'est présentée, avec qui tu as eu un bon feeling. Oui, très bon. Ouais. Et tu sais aussi surtout que tu fais une pirouette financière qui te permet d'amortir la perte que tu as sur le véhicule avec ton projet immobilier à venir, parce que c'est vraiment, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une opportunité que tu as que tu ne peux pas laisser passer. Donc ta décision d'accepter la perte, c'est quelque chose que tu aurais pu, entre guillemets, mettre de côté s'il n'y avait pas eu ce projet. Tu aurais pu être probablement plus patient, trouver le bon acheteur qui aurait été prêt à payer plus cher, de façon vraiment à comprendre que tu valorisais aussi un produit, en l'occurrence sur lequel il y a un investissement qui est assez conséquent, assez lourd, mais la situation fait que tu saisis l'opportunité là maintenant. Et ça, je pense que tu es dans un contexte qui est assez particulier, qui est assez unique en son genre, qui ne doit pas refléter toutes les situations de toutes les personnes qui font des projets de backdating personnels. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est tu choisis d'accepter la perte actuellement, parce que ta décision le permet, ta décision est raisonnée et justifiée. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment, pour pas décourager ceux qui veulent se lancer dans un backdating, c'est aussi de dire si les travaux et la réalisation est belle, qualitative et irréprochable, on peut aussi la valoriser dans un certain sens. On peut, il faut être patient. Et en fait, j'aurais envie de dire, si jamais vous vous lancez dans un backdating, ayez quand même un petit joujou à côté, ça c'est important. Parce que c'est très frustrant, ça peut durer plusieurs années où finalement la voiture ne va pas rouler. Et c'est vrai que d'avoir d'autres voitures à côté, c'est bien parce que ça permet de mener le projet en à côté sans être pressé, etc. Et je trouve que ça c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner parce qu'effectivement, moi j'ai eu de longs moments de frustration où j'avais envie de rouler, etc. Et comme je mettais l'argent dans la voiture, dans la restauration, dans le backdating, à côté j'avais rien. Donc à un moment donné, je me suis fait plaisir, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais une petite série 4 cabriolet, qui m'a aidé un peu à passer le cap difficile, il y a 2-3 ans en arrière. Je rigole parce que je me retrouve beaucoup dans tes propos et c'est un excellent conseil parce que ma petite Suzuki Cappuccino qui prend la poussière, là, en l'occurrence, depuis des années, c'est une auto que j'ai achetée en 2006 avec laquelle j'ai dû faire à peu près 4000 km. Elle était en restauration longtemps. Après, elle est toujours en plaque anglaise, etc. Je m'en suis jamais préoccupé. Bref, donc ça a été très frustrant. Ensuite, il y a la Mercedes à Carlson, qui est chez AEG, chez qui tu m'as amené. J'arrive même plus à compter si ça fait 3 ou 4 ans qu'elle est chez eux. Je crois que ça va faire 4 ans. Je la vois toujours sur le parking. Donc, ça va faire 4 ans qu'elle est chez eux. Pareil, acheté en 2011 et on a fait 3000 km avec depuis. Donc à chaque fois, c'est vrai que c'est frustrant de se dire waouh, on a des autos plutôt sympas, assez
assez cool à rouler, mais en fait, elles passent d'un garage à un autre, à la carrosserie, à la mécanique, à ceci, à cela, etc. Et t'es là et t'attends, en fait. Et tu vois les copains qui roulent, tu vois les copains qui se font plaisir, t'as les copains qui disent on fait une balade ce week-end, est-ce que tu veux venir Voilà. Donc je pense que c'est un excellent conseil. Ouais, et je pense que comme toi, tu vois la Mégane RS aujourd'hui qui dort dehors, et qui est un peu le daily. C'est un peu le truc de se dire écoute, pour tous les jours, je vais prendre un truc un peu sympa sur lequel ça me permet aussi de prendre un peu de recul, de patienter. Depuis, il y a d'autres autos qui ont rejoint le garage, mais en tout cas, voilà, ça c'est. Écoutez, Julien, si vous lancez un projet de restauration ou de backdating, ayez quelque chose en parallèle ou de très bons copains qui peuvent vous prêter des autos de temps en temps parce que la frustration est grande. La frustration est grande, surtout que quand tu sais que c'est un projet de 7 ans celui-ci. Mais voilà, après si vous faites appel à des professionnels, effectivement, ça va raccourcir les délais. Mais si vous menez vous-même le projet, ça peut durer longtemps. Voilà. Donc ayez une voiture à côté pour vous faire plaisir. Voilà, c'est le meilleur conseil. On ne va pas revenir sur les questions habituelles d'épicurisme. Qu'est-ce que tu aimes, où tu aimes aller rouler, etc. Parce que c'était un sujet qu'on avait déjà abordé avec Ludo. On va vous remettre le lien de l'interview chez Ludo à la distillerie qu'on avait été rencontré. Et là, c'est pour le coup, je pense, si vous voulez la revoir, c'est plutôt cool. On a un réveil qui sonne pour la fin de l'interview. C'est très bien, on va clôturer parce qu'on est attendu après. Je viens justement aller faire des très belles images de ta 911. Voilà. Mais c'est vrai que l'interview à la distillerie avec Julien, allez la voir ou la revoir si c'est pas déjà fait. On vous met le lien dans la description de la vidéo. On avait passé un moment plutôt cool de dégustation et autres, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, mais vous retrouverez justement toutes les questions liées à l'épicurisme auxquelles Julien nous avait répondu. Et là, nous on va enchaîner, faire la transition maintenant. On va pas se dire au revoir parce qu'on va suivre. On va aller découvrir cette nouvelle adresse sur Annecy, Trofeo Automobile, qui s'installe. Et puis ils ont un petit espace. On va pouvoir faire de très très belles images de ta 911 sur place. Donc on va se quitter là comme ça et on va vous mettre des beauty shots. Du moins Thomas va vous faire de très belles images pour clôturer cette vidéo. Les amis, superbe. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve tout bientôt pour de prochaines interviews, de futurs événements et puis de prochaines découvertes. À tout bientôt. Merci. Ciao. Ciao.